Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver encore très nombreux à notre conférence du lundi où nous allons parler, ma foi, découvertes et cartes. Alors vous le savez sans doute, les découvertes, ça existe depuis fort longtemps, mais il y a quand même des moments clés, comme par exemple à la fin du XVe siècle, où on a commencé à parler de grandes découvertes, parce qu'ensuite on a eu des facteurs qui ont été très importants, comme par exemple des facteurs tels que l'invention de l'imprimerie ou encore l'utilisation de gravures sur bois ou sur cuivre qui ont permis de faire évoluer les cartes, la cartographie. Et ensuite, on a entendu parler bien sûr de nos grands explorateurs. Vous entendez parler bien sûr en 1492 de Christophe Colomb qui est censé avoir découvert même premier le pied sur l'Amérique, mais c'est pas terriblement juste, de même qu'on lui attribue le nom de ce continent alors que c'est Amerigo Vespucci qui a été en quelque sorte l'inventeur. Donc vous voyez, on parle déjà de découvreur, d'inventeur, ensuite on passera avec Magellan, etc. Et donc on s'interroge sur ces découvertes, comment est-ce qu'on va faire pour, à partir de canaux médiatiques, pouvoir diffuser ces découvertes. Alors on parle de récits, d'expériences personnelles, d'écrits de toutes parts, mais on parle aussi de cartes. Les cartes sont importantes, mais en même temps, on se pose plein de questions sur les découvertes. Les découvertes, on va les regarder comme des actes sociaux, on en parlera dans un instant. Les découvertes, on va peut-être les faire aussi pour acquérir des connaissances, pour connaître, mais peut-être qu'il y a aussi une façon de faire des découvertes pour conquérir. Et puis, l'ensemble de tout cela amène des réflexions qui ont été portées par nos invités du jour à travers un colloque qui a lieu en 2019 à la Bibliothèque nationale universitaire, colloque dont on va extraire aujourd'hui un livre qui apporte un titre éponyme, c'est-à-dire faire connaître les mondes en découverte. C'est toute une histoire, mais c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. Puis si vous me permettez un petit clin d'œil, il y a une citation d'Einstein que j'aime bien. Il n'est pas possible d'utiliser de vieilles cartes pour explorer un nouveau monde. Donc vous voyez, on a des choses assez sympas. Voilà, alors nos invités du jour sont là pour nous parler de découverte et de cartes et d'exploration, enfin tout cela. Donc j'ai ici Jean-Luc Pierre May, qui est donc géographe de profession. Il s'est intéressé aux villes d'Afrique et il est devenu donc professeur émérite de l'université de Strasbourg. À ses côtés, nous avons Philippe Hamann, qui lui est prof de sociologie, qui travaille donc à la faculté des sciences sociales de l'université de Strasbourg. Vous êtes encore, je pense, directeur voilà, de l'urbanisme et l'aménagement régional. Voilà. Et tous les deux, vous appartenez au SAGE, comprenez par là société, auteur, acteur, gouvernement en Europe. Voilà, c'est aussi un acronyme sympa. Voilà, alors si vous êtes sage, vous avez le droit de commencer cette conférence et ensuite notre public pourra vous poser toutes les questions nécessaires. Alors je crois que c'est Jean-Luc qui commence. Merci. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette fort belle introduction. Bonjour à tous. Donc, c'est pas l'ensemble du livre que l'on va vous présenter, mais c'est un point qui tourne autour des cartes. Oui, je reviens quand même sur le titre initial de la découverte de la découverte à la carte, de la carte à la découverte. Vous voyez, il y a un aller et retour, et puis vous imaginez qu'il y a encore d'autres allers et retours après. On va vous expliquer ça dans un instant. Donc, l'ouvrage dont Jean-Yves vient de nous parler, c'est un ouvrage collectif que nous avons dirigé tous les deux, Philippe et moi, avec Odile Goerg et Patricia Zander, à la suite d'un colloque donc, qui a été fait à la BNU, comme cela a été dit, en 2019. Alors un ouvrage collectif, c'est un ouvrage qui fait intervenir plusieurs contributeurs. Vous voyez, il y en a 17 au total, il y a beaucoup de monde et on essaye de faire réfléchir tout le monde autour d'un thème commun. Et je crois qu'avec cette diapo, vous pouvez voir tout de suite la diversité des profils
qui ont collaboré à cet ouvrage, parce que il y a beaucoup de géographes, il y a des historiens, il y a des sociologues, il y a des littéraires, il y a un philosophe, donc on voit à peu près toute la panoplie des sciences sociales qui sont capables de contribuer à la réflexion sur un sujet comme celui-là, en l'abordant par des endroits, par des angles extrêmement divers. C'est ça qui fait la richesse d'un livre collectif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre, Faire connaître les mondes en découverte? Oui, parce que il ne s'agit pas simplement de découvrir, donc retirer le couvercle, hein, c'est évidemment cela que ça veut dire. Encore faut-il que cette découverte, elle soit portée à la connaissance d'un public, et ce n'est pas toujours évident, parce que on pourrait prendre simplement l'exemple de ces nouveautés qui sont gardées sous le secret pour une raison ou pour une autre. C'est un processus fort complexe. Pour qu'on arrive à faire connaître un monde en découverte, un monde, oui, eh bien, ça suppose un porté à connaissance, et ça nécessite toute une série de conditions. Pour qu'il y ait porté à connaissance, il faut qu'il y ait des innovateurs, des découvreurs, évidemment, mais il faut aussi qu'il y ait des émetteurs, des acteurs qui soient capables de faire jouer la publicité autour de ces nouveautés. Il faut qu'il y ait des intermédiaires, des communicants, des cartographes, des écrivains, des maisons d'édition, des commerçants, les émetteurs. Il en faut beaucoup. Il faut également, évidemment, des récepteurs, c'est-à-dire un public qui soit intéressé, qui soit réceptif. Et le public peut être plus ou moins large en fonction de ses circonstances. Il faut aussi des médias. Comme c'est écrit sur cette diapositive, les médias qui peuvent faire connaître les mondes en découverte, ce sont des cartes géographiques, des récits de voyage, des gravures, des photographies, des récits, des représentations, de la littérature, des romans de fiction, énormément de médias possibles qui sont susceptibles de concourir à cette connaissance. On retiendra surtout les cartes lors de cette conférence, mais à l'intérieur de ce livre, on parle également des outils de fiction, parce qu'après tout, on peut inventer de toute pièce, ou presque de toute pièce, un monde nouveau et le faire connaître. Et justement, ce type de connaissance, ce type d'objet connaît un succès très important auprès du public. Tout ce que je viens de dire, les émetteurs, les récepteurs, les médias, ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'il y ait un contexte qui soit favorable, un contexte idéologique. Après tout, au XVe siècle, la Chine était très bien partie pour faire connaître des mondes nouveaux. Un des plus grands explorateurs, Zheng He, avait parcouru, alors on ne sait pas très bien quels océans, mais il avait été dans de nombreuses régions du monde, mais ce qui s'est passé, c'est quelques années après, eh bien, il y a eu une interdiction formelle de l'empereur de Chine de poursuivre ses découvertes, et toute cette aventure outre-mer des Chinois a disparu en très peu d'années. Il faut un contexte politique également. Contexte politique. Par exemple, lors de ce qu'on appelle les grandes découvertes à la Renaissance, eh bien, les gouvernements espagnols et portugais ont essayé de retenir sous le secret ce que leurs navigateurs avaient découvert. Donc, les connaissances n'ont pas eu le retentissement voulu. Évidemment, le contexte politique suppose immédiatement après le contexte financier. Et puis, n'oublions pas que le contexte social joue aussi son rôle vis-à-vis de ces nouveautés
quelles sont les attentes de la population. Et les attentes peuvent être extrêmement diverses et plus ou moins importantes. Qu'un seul élément flanche dans tout ce que je viens de dire, et tout est compromis. Un seul élément est modifié, et c'est l'audience sur ces nouveautés qui est profondément changée. Aujourd'hui, on va focaliser sur la carte. Donc, la carte, ça a toujours été un outil majeur de la découverte. Et encore aujourd'hui, il suffit de voir un roman de fiction pour que l'on voit que l'auteur tient à faire la carte du monde qu'il appelle à découvrir. Mais il faut se poser la question du rôle de la carte dans ce processus de découverte. À première vue, la carte n'est qu'un outil. C'est un outil que l'on fabrique et dont on se sert. L'objectif de la carte, en ce sens, c'est de rendre compte de ce que l'on a trouvé. Et on s'en sert de la carte. Elle permet d'autres découvertes, d'autres aventures. Et là, je parle d'aventures collectives ou d'aventures individuelles. Après tout, nous-mêmes, nous utilisons des cartes et nous rêvons aussi autour de cartes. Quand la carte est un outil, il n'y a pas trop d'ambiguïté, mais il faut aller plus loin, parce qu'il y a une autre dimension dans la carte, une dimension plus sensible. La carte est aussi un projet. C'est le projet de celui qui l'a fait, parce que le cartographe ne reproduit pas tout sur la carte. Il opère une sélection de faits. D'ailleurs, sur une carte, il est impossible de tout représenter. Donc le cartographe, il est bien obligé d'avoir un objectif qui passe par le choix d'une échelle, qui passe par le choix de figurer. Pour prendre un exemple que l'on peut avoir tous, ou un grand nombre d'entre nous, une carte routière, ce n'est pas une carte de randonnée. Il n'y a pas la même chose. Et n'essayons pas d'utiliser une carte routière pour faire de la randonnée, et n'essayons pas non plus d'utiliser une carte de randonnée pour faire de la route en voiture. On s'y retrouvera, mais difficilement. Et puis, si je dis que la carte est un projet, la carte est aussi un projet de celui qui l'utilise. C'est un projet pour l'utilisateur parce qu'avec la carte, on se projette dans l'avenir. La carte permet le rêve, permet d'aller plus loin, permet de faire de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes. Autrement dit, la carte joue sur tous les tableaux. Elle est à la fois outil et projet, elle est à la fois l'objet de celui qui la fabrique et l'objet de celui qui l'utilise. La carte mêle des termes antinomiques qui se répondent, qui s'articulent, qui jouent ensemble. Et de même manière, quand on parle de carte et de découverte, eh bien, entre les deux, il y a une itération sans fin. La découverte appelle la carte appelle la découverte appelle la carte, etc. Et c'est ce que nous voudrions vous montrer aujourd'hui avec cette conférence. Alors, à l'intérieur de ce livre, il y a 15 contributions. Nous n'en avons gardé que 6 pour ce soir, et ça va nous faire voyager. Ça va nous faire voyager dans le monde de la frontière, puis du côté du pôle Nord, ensuite en Afrique, nous irons en Nouvelle-Zélande, et puis à la cour de Louis XIV, et puis enfin dans les États-Unis du XIXe siècle. Alors pour cette présentation, nous allons alterner les prises de parole, et c'est moi qui commence, avec donc la contribution de Catherine Selimanowski. Ah ben, le titre est là. La frontière, un monde à découvrir à la rencontre de la géographie et de la littérature.
Alors, ce qui est étonnant pour notre conférence dans cette contribution, c'est que dans ces quelques pages, il n'y a aucune carte. Il n'y a pas de carte. Mais, en lisant cette contribution, eh bien, on ne peut s'empêcher que de penser carte. Et moi, j'ai eu plein d'exemples de cartes qui me sont passées à travers l'esprit. Quand j'ai lu cette dizaine de pages, j'ai eu envie de tracer la carte dans ma tête. Alors, qu'est-ce que Catherine Selimanowski nous dit à l'intérieur de cette contribution? Elle a exploré des œuvres littéraires. Celles qu'elle aime, c'est un choix personnel. Et ces œuvres littéraires traitent de la frontière pour voir comment les auteurs la prennent en compte, comment ils la font vivre par leurs héros. Et la leçon de cette contribution, c'est qu'on ne vit pas à la frontière comme on vivrait ailleurs. Et d'ailleurs, nous, Strasbourgeois, on a sait quelque chose. Strasbourg, c'est pas Paris. Et le fait qu'il y ait la frontière nous transforme nous-mêmes. Nous transforme parce qu'il y a de multiples manières de vivre la frontière. Ça varie selon les individus, on est tous différents. Pour certains, ils ont le dos à la frontière, c'est-à-dire que, par exemple, l'obstacle de la langue est un obstacle irrémédiable et ils n'y vont pas. Et pour d'autres, au contraire, la frontière est au cœur de la vie. Et on peut dire dans ce cas-là que la frontière est un monde en soi. On vit la frontière. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur de cette contribution, il n'y a pas de carte, mais j'en ai quand même trouvé une qui collait tout à fait avec cette contribution de Catherine Selimanowski. C'est celle-là. Et elle va très bien avec certaines des œuvres littéraires qui sont proposées dans cet article. Il s'agit d'une carte qui a été dessinée à la main par un migrant afghan qui a voulu présenter sa migration, son aventure. Cette carte, on va d'abord essayer de la présenter, c'est ce qu'on appelle une carte mentale, c'est-à-dire c'est une carte qui sort de la tête, que c'est ce que l'on pense et que l'on essaye de transcrire sur une feuille de papier, et une carte mentale n'est jamais tout à fait facile à comprendre. Alors l'Afghanistan est là, je vous montre le circuit. Il y a une route qui est sinueuse, il y a une petite voiture qui est dessus, c'est marqué car, donc ça montre que le trajet a été fait en voiture. Il y a le mot montagne qui se trouve un petit peu à droite. On voit un pays, l'Iran, qui est dessiné, alors fort curieusement, avec un dessin géographique. La personne a essayé de transcrire la carte de l'Iran. Et puis après ça continue. L'Iran, la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche, l'Italie et la France. Vous voyez? Donc ça, c'est le travail initial du migrant. Et puis, il y a eu un deuxième travail qui a été fait sur cette carte, ce sont les pastilles de couleur, et qui sont pas la réaction immédiate de la personne qui a fait la carte, mais c'est le fruit d'une discussion qu'il y a eu après. C'est-à-dire, on lui a demandé, mais comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus? Et les signes de couleur montrent le ressenti de la personne. Alors, en orange, on a la peur, la légende est ici. En rouge, on a le danger. En bleu, on a les problèmes liés à la police. En vert, c'est tranquille. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant, il faut l'analyser un petit peu rapidement. Ce migrant a pris évidemment toutes les libertés qu'il voulait par rapport aux représentations habituelles. Encore que je dirais que ce migrant avait quand même une instruction préalable. Il avait certainement été à l'école et il connaissait des choses, ne serait-ce que la carte de l'Iran qui est là, ça montre qu'il connaissait quelque chose. Et puis je remarque également que la carte est orientée vers le nord, comme la tradition actuelle de la cartographie. Deuxième chose à dire, les tailles ne sont absolument pas proportionnelles aux réalités. Le parcours en Iran est extrêmement long.
par rapport au total. C'est évidemment proportionnel aux difficultés qu'il a ressenties. C'est pareil pour la Turquie, avec les pastilles rouges qui indiquent le danger. D'autant plus que là où c'est noir, il est marqué la police tire sur la voiture, 2 personnes sont décédées. Hein, c'est marqué sur la carte. En revanche, l'Europe est toute petite, surtout entre Italie et France, où c'est indiqué que c'est facile. Donc des distances proportionnelles au temps réel, aux difficultés. Une carte distordue, vous voyez, une carte qui parle des frontières, une carte qui est tout à fait différente de nos représentations actuelles. Elle n'a pas moins de valeur que nos cartes scientifiques. Elle exprime autre chose. La métrique n'est pas la même, mais c'est une métrique qui est tout à fait acceptable et qui nous dit autre chose de la réalité. Alors, il faut raccrocher cette carte par rapport à notre propos. C'est une carte postérieure à la découverte. Vous voyez, c'est la découverte qui produit la carte. Enfin, la découverte ici, c'est l'aventure, c'est la migration. Hein. Et la carte se limite à peu près à ça. Il n'y a pas dans cette carte-là un projet pour l'avenir. C'est une carte pour rendre compte de ce qui s'est passé. On n'est pas loin, avec une carte comme celle-là, des grands explorateurs d'autrefois, qui partaient pour des contrées sur lesquelles ils n'avaient aucun enseignement. Voyez, et ces grands explorateurs qui, après leur voyage, rendaient compte de ce qu'ils avaient fait auprès des cartographes qui étaient là pour les accueillir et pour retirer leurs explications. Je peux utiliser celui-là, ça ira. Alors, du coup, on va passer, si vous le voulez bien, à un deuxième exemple. Deuxième exemple, cette fois-ci situé un peu différemment, puisqu'il s'agit donc du texte proposé par Alexandre Simon Eklund, qui s'interroge sur Gustave Lambert et son projet d'expédition au pôle Nord à la fin du Second Empire. Alors, vous avez vu donc un exemple proposé par Jean-Luc sur l'idée de carte personnelle, disons. Et cette fois-ci, il s'agit de revenir là aussi sur cette entrée par les acteurs, mais autrement. Autrement, c'est-à-dire en rentrant, et c'est le titre même du chapitre d'ailleurs, par un projet d'expédition. Et la carte, elle est aussi projet, on vous l'a dit hein, dans l'introduction, sachant que ce qui va nous intéresser ici, c'est donc de relativiser en quelque sorte ce que serait un acte de découverte pour y voir plutôt un processus. Donc, dit autrement, il s'agit de relire finalement le diptyque de départ, découverte, carte, carte, découverte, sous un triptyque de processus, d'enjeux et d'acteurs, et plus particulièrement cette entrée par les acteurs et l'agencement de ces acteurs. C'est ça ce qui est sous-jacent aussi dans le titre, hein, un nationalisme apolitique. On a là des acteurs collectifs hein, qui apparaissent incidemment. Autrement dit, le fait qu'en permanence, qui dit processus de découverte veut dire relation. Alors ça peut être éventuellement tension hein, aussi, ces relations ne sont pas forcément toujours de support, hein, entre des individus et des collectifs qui initient des opérations de découverte et les structures sociales, les institutions. Et du coup, c'est pour ça, si je fais un pas en arrière, hein, c'est pour ça qu'on a commencé la présentation en soulignant le fait que lorsque l'on parle de découverte, ça signifie toujours des acteurs qui les portent, et ces acteurs peuvent être des individus ou des groupes, des récepteurs, mais des récepteurs pas au sens passif, pas au sens d'une surface d'enregistrement, mais au contraire qui participent du processus, qui reformulent, et enfin des effets, et ces effets ne sont jamais mécaniques. Et là, c'est d'autant plus intéressant puisque finalement, on va s'apercevoir qu'on est dans un processus d'intention organisationnelle, mais pas de véritable découverte, parce que, pour vous donner la clé de l'histoire, le projet, l'expédition, eh bien, elle n'aura jamais lieu. Bon. Et donc, du coup, ça veut dire que finalement, en termes de figure, on a classiquement en tête la figure du découvreur, du savant, de l'entrepreneur, de l'explorateur. Et
Ça permet de relativiser, me semble-t-il, le nominalisme de ces figures. Autrement dit, on n'est pas que, en tous les cas, dans des questions de grands hommes. Là, en l'occurrence, ce serait ce fameux Gustave Lambert. Mais derrière l'explorateur, il y a aussi des collectifs, c'est-à-dire en l'occurrence une expédition. Et c'est au niveau de ce collectif que se joue finalement la question de produire un acte de découverte en le resituant en quelque sorte dans cette procédure qui, en l'espèce, va rester donc une intention organisationnelle. Alors, figure collective, je disais, et pas seulement individuelle, parce que, c'est encore une fois le titre, un nationalisme apolitique, ça veut dire que finalement, en permanence, ces figures, ces explorateurs, individuels ou collectifs, ils sont en interrelation, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, avec des institutions, avec des soutiens ou au contraire des adversaires, sur un plan politique, économique et autres. Et ce qui ressort particulièrement dans l'ouvrage en général et dans ce texte en particulier, c'est notamment la place des États. La place des États de différentes manières et sous différentes incarnations. Ça peut être entendu au sens du pouvoir central, du gouvernement, c'est le cas ici, on va y revenir. Ça peut être aussi le pouvoir colonial ou l'armée, et là, pour le coup, je fais un pas en avant, vous le verrez davantage dans le prochain exemple, à travers la question de la production d'une carte de l'Afrique. Donc, il y a cette idée, finalement, que lorsqu'il est question d'explorer de nouveaux territoires, de nouveaux continents, on a là un processus qui a partie liée au XIXe siècle avec la construction nationale et la colonisation. Et c'est ça, en fait, qui est en arrière-plan de ce projet d'expédition dont vous voyez là une cartographie qui était censée l'illustrer. Donc, de quoi s'agit-il plus précisément? Gustave Lambert, donc, souhaite pouvoir organiser une expédition au pôle Nord et une expédition sans le soutien financier de l'État, précisément. Et c'est là, finalement, que le processus va, dans un premier temps, être voué à l'échec, même, d'ailleurs, lorsqu'il réfléchit un temps à ce qu'il appelle une union de la science et de l'industrie, autrement dit, à essayer de mobiliser des fonds et des acteurs économiques privés qui investiraient dans cet acte, dans ce monde lointain en quelque sorte, non pas par philanthropie, mais pour espérer obtenir en retour certains avantages, par exemple de l'huile de baleine, du moins c'est l'argument qu'il comptait avancer. Mais finalement, et c'est le cas aussi collectivement de la Société de géographie, et de Gustave Lambert lui-même, eh bien, il va se résoudre à faire appel au pouvoir politique pour soutenir l'expédition. Sauf que, comme je vous le disais avant, cette expédition, elle ne verra jamais le jour parce que Gustave Lambert va décéder durant la guerre de 1870 lors du siège de Paris. Donc, cet exemple, finalement, ici, c'est évidemment pas la carte d'une découverte qui, je répète, n'a pas eu lieu, cette expédition n'a pas eu lieu, mais ce que cela montre finalement, c'est un processus, le processus de construction des conditions de possibilité de la découverte au XIXe siècle en France, conditions de possibilité qui en fait sont enchâssées dans le politique et dans le social, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas penser cette découverte potentiellement sans le fait de la rattacher à l'État, aux sentiments nationaux au XIXe siècle, et c'est ça en particulier qui est riche de sens. Alors le troisième exemple va nous mener en Afrique. C'est l'histoire d'une carte. Ça commence en 1874. J'insiste sur la date parce qu'il faut parler du contexte. Le continent est en pleine exploration, c'est le début de la conquête. Les Anglais, les Français, les Belges sont partis dans des secteurs différents du continent. Et pour l'instant, le continent est suffisamment vaste pour que les différentes expéditions explorent des contrées qui ne soient pas les mêmes. Mais très vite, 6 ans après, en fait seulement, 1880, eh bien là, ce sont les premières concurrences qui apparaissent dans le bassin du Congo, entre Stanley et Brazza. Et quelques années plus tard, 4 ans plus tard, eh bien, il s'agira de régler
la concurrence à l'échelle européenne avec le Congrès international de Berlin en 1884-1885. Voilà, c'est le contexte. C'est le début de la grande concurrence dans le continent africain. Et c'est là qu'intervient notre personnage, c'est Henri Reynaud de Lannoy de Bissy, on va dire de Lannoy, et c'est un polytechnicien. Mais ce polytechnicien, il a suivi en plus des cours de cartographie au génie de Metz. D'ailleurs, c'est un cadre de l'armée, mais surtout, c'est un grand lecteur de récits de voyage. Et ce qu'il regrette quand il lit ces livres, qui sont très à la mode à l'époque, c'est qu'il n'y a pas de carte. Et voilà, il a trouvé l'objectif de sa vie. Il va faire une carte et il va y consacrer tous ses loisirs pour élaborer une carte, mais la carte de l'ensemble du continent africain. Un travail absolument considérable. Il finit par être remarqué par la Société de géographie, qui le recommande au ministre. Et le ministre intervient pour qu'il soit affecté, alors il est déjà cadre de l'armée, pour qu'il soit affecté au dépôt de la guerre. Et le dépôt de la guerre, c'est l'institution qui, à l'époque, fabrique les cartes pour l'armée. Et dans son travail, il poursuit l'élaboration de sa carte. Et c'est curieux d'ailleurs comme exemple, c'est un projet parfaitement individuel, qui reste en fait individuel, mais qui est repris en charge par l'État. Vous voyez ? Alors, voilà le tableau d'assemblage de la carte. La carte fait 63 feuilles différentes. C'est absolument énorme. Une carte au 1/2 millionième. Alors, 1/2 millionième, ça fait 1 cm pour 20 km. C'est un document tout à fait unique dans la production du dépôt de la guerre. C'est une carte individuelle. Le dépôt de la guerre, d'habitude, ne fait que des cartes du dépôt de la guerre, quoi. Il ne signe pas ces cartes du nom d'un individu. Et puis, en plus, cette carte-là, qui est faite par l'organisme qui a en charge de produire les cartes pour l'armée, eh bien, fait une carte qui serait parfaitement inutile dans le cadre d'un conflit. Alors, c'est un peu contradictoire. Mais c'est une extraordinaire source de connaissances, une compilation absolument phénoménale. Tout ce qu'il a lu, il le cartographie. Toutes les micro-cartes qu'il trouve, il les remet sur la carte principale. Alors, que va faire le dépôt de la guerre avec une carte pareille ? Eh bien, ce n'est pas seulement le dépôt de la guerre, c'est la France qui voit dans cette réalisation un objet de prestige. Et dans le congrès de Berlin, la carte est utile et elle est présentée et utilisée par les négociateurs. Et en plus, cette carte est présentée lors de l'exposition universelle de 1889, typiquement l'objet de prestige. Alors, oui, je répondrai après pour les questions, mais je peux toujours le dire. Pourquoi ? Oui. Pourquoi elle ne serait pas utile parce que c'est pas la bonne échelle. C'est pas la bonne échelle. 1 cm pour 20 km, ça ne permet pas de voir les choses suffisamment clairement. C'est ça le problème. J'aurais pu être plus précis. Voilà un exemple de cette carte-là. Vous reconnaissez le delta du Nil. Et je vous montre simplement cette carte-là pour vous montrer la précision du dessin, le très grand nombre de toponymes, de figurés qui sont représentés. C'est sans doute le secteur de l'Afrique qui montre l'immensité, le plus l'immensité du travail. Simplement, il y a une suite à cette carte-là. Parce que le dépôt de la guerre finit par trouver que cette carte, elle a quand même son intérêt, mais le dépôt de la guerre aimerait bien se l'approprier complètement. Donc Delannoy, il reste en poste, il continue de travailler à la carte,
mais c'est plus lui qui en a la responsabilité. Et le dépôt de la guerre décide de faire une deuxième édition. Les objectifs changent. Il ne s'agit plus de mettre des informations scientifiques sur la carte. Il s'agit en fait de faire une carte utile pour la conquête de nouveaux territoires. Et on trouve là, sur le même secteur, qui est un secteur du Mali actuel, le long du fleuve Niger, un petit morceau de la première édition en haut et de la deuxième édition en bas. Et on voit un allègement considérable des informations. En fait, vous n'arriverez pas à lire, mais sur la carte du haut, il indique, eh bien, là, il y a une petite forêt, là, il y a un trou d'eau, là, il y a un puits, là, il y a telle végétation. Donc, des informations ponctuelles, mais quand même utiles sur le plan scientifique. Tout ça a été éliminé. De la même manière, ont été éliminés les noms des peuples et les noms des souverainetés locales, des royaumes locaux. Évidemment, ça ne va plus servir à rien puisque la France va prendre possession du territoire. Donc on supprime ce qui n'est pas intéressant pour la conquête. Vous voyez? Donc on allège, on homogénéise, on supprime ou on fait semblant de supprimer toute incertitude. Évidemment, il y a encore plein d'incertitudes sur cette carte. On n'a pas exploré la totalité du continent, les informations ne viennent pas de partout, mais on fait comme si on connaissait tout. Vous voyez? Supprime toute incertitude. La carte devient ici un instrument de pouvoir. On passe de la science au pouvoir. Alors, pour revenir par rapport à notre propos de ce soir, de la découverte à la carte, bah oui, de la découverte à la carte, Delannoy, il a compilé des sources d'informations extrêmement nombreuses. Et puis deuxièmement, de la carte à la découverte, oui, de la carte à la découverte, peut-être plutôt de la carte à la conquête, il faudrait dire. Mais dans la conquête, il y a aussi de la découverte. Une conquête qui, quand on regarde la carte, puisqu'il n'y a plus d'incertitude, semble être faite. Hein? La carte donne l'impression qu'on maîtrise le territoire. Donc la carte, elle, donne l'impression d'anticiper sur l'avenir. On a une carte qui est un projet qui fait comme si on devait aboutir à ce qui est représenté sur la carte. C'est une carte prescriptive. Vous voyez, on a à la fois le mélange entre l'outil et le projet qui se trouve là. Alors, on va passer à un quatrième exemple et qui fait tout à fait le lien, c'est-à-dire que vous avez vu par la carte précédente, hein, la carte comme enjeu de pouvoir, en l'occurrence avec des enjeux de sélection de toponymes, etc. Hein. Et là, on est bien toujours sur la carte comme enjeu de pouvoir, mais à travers davantage la nomination des lieux. Alors, en fait, on va donc aller là pour le coup sur un texte qui s'intéresse à la cartographie et aux représentations de la Nouvelle-Zélande, hein, comme vous pouvez le voir. L'idée de l'autrice de cette contribution est de cerner donc la fonction plus que jamais politique de la carte. La carte, elle rapproche ou sépare, elle identifie ou au contraire invisibilise des souverainetés, comme ça peut être le cas pour l'Afrique aussi. Alors, des souverainetés, ça veut dire qu'on a cet écho avec l'État, dont on vous parlait déjà avant, cette idée nodale de la place de l'État. Mais pas que. On pourrait dire de manière plus large qu'il en va du rapport entre des périmètres qui sont institutionnalisés ou au contraire contestés et des pratiques sociales parfois préexistantes, justement, dans le cas de la colonisation, où il s'agit de parvenir à les remettre en récit, à les assimiler. Donc c'est l'intérêt de cette contribution d'étudier les pratiques de nomination des lieux en Nouvelle-Zélande par rapport à une double question sociopolitique, à savoir que, d'une part, ça interroge le vivre ensemble entre des communautés qui se sont implantées de plus ou moins long terme dans l'ensemble néo-zélandais, et d'autre part, ça interroge aussi les conflits de légitimité qui portent sur cette question de l'antériorité historique.
Et donc par rapport à ça, ce que fait l'autrice, c'est finalement de comparer 3 cartes. Et là, c'est particulièrement intéressant parce que ça fait directement écho au titre, encore une fois, de cette conférence, de la découverte à la carte, de la carte à la découverte, dans le sens que vous voudrez d'ailleurs. Si on considère ces 3 cartes, puisque finalement le matériau cartographique, il est véritablement au cœur d'une dialectique entre l'institué et l'instituant, si je le dis autrement, entre ce qui apparaît à un moment donné établi et ce qui peut être une lecture, une perception, une représentation alternative, mais dans le cadre d'un processus, je martèle encore, ce qui veut dire que finalement ce qui est alternatif peut devenir récit officiel à son tour. Donc en fait, on a là en permanence, à travers les représentations cartographiques, des mises en récit qui nous montrent que, certes, la carte est une construction sociale, mais qu'en même temps, la carte, elle participe aussi d'une construction sociale plus largement, qui peut être celle d'un État, d'une souveraineté et autres. Et c'est particulièrement vrai, ce rapport institué-instituant, lorsqu'on a affaire aux histoires coloniales et aux mémoires, notamment donc lorsqu'on compare, dans le cas, encore une fois, de la Nouvelle-Zélande, 3 cartes. Alors, vous avez là la première des 3, à savoir la carte de James Cook. J'évite de vous le présenter, mais l'avantage de cette carte, c'est finalement de nous montrer qu'on a une carte, je dirais, d'influence européenne. Autrement dit, on a une carte qui utilise des toponymes qui, d'une certaine façon, expriment cette influence européenne. Une Nouvelle-Zélande qui est d'abord une Nouvelle-Zélande d'exploration. Par exemple, alors c'est vrai que c'est un peu petit, mais tout en haut, vous avez le Cape Maria Van Diemen. Bon, ça fait pas très maori. On voit bien que ce sont des termes qui sont des termes liés à l'exploration et au processus en question. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, au milieu, vous avez le passage où le nom de Cook lui-même figure. Bon. Donc, vous avez des enjeux de nomination et des enjeux de nomination qui nous montrent finalement une Nouvelle-Zélande sous l'influence européenne ou une Nouvelle-Zélande, on va dire au moins redécouverte par James Cook. Deuxième des 3 cartes. Alors, cette fois-ci, c'est une carte donc, qui est celle d'Edmund Storr Halswell, qui a associé des Maoris. Et, je vous le dis d'emblée, la 3e carte sera une carte établie par un groupe de Maoris. Alors, cette deuxième carte, en l'occurrence, elle représente une île du Sud. Bon, sa visibilité, je vous l'accorde, n'est pas excellente, mais l'idée, c'est de pointer, finalement, qu'on a affaire à une île qui représente des ressources naturelles, des opportunités économiques, et en même temps, on retrouve l'influence de certaines tribus, une influence, entre guillemets, donc qui serait locale et pas importée, c'est ce que je veux dire, puisqu'elle comprend un certain nombre de toponymes qui sont des toponymes maoris. Et enfin, 3e carte, une carte dessinée cette fois-ci par Tuki. Donc là, on est dans une carte donc, produite par des Maoris qui représente l'île du nord de la Nouvelle-Zélande et qui là est davantage une carte composée, alors si je reprends les termes de l'autrice, de Saria Marianowska, de couches spirituelles et historiques. Et du coup, ce que vient nous montrer ici cette comparaison des 3 cartes, c'est le fait qu'à chaque fois, des cartes emportent des perspectives différentes en termes de représentation du pouvoir. Donc une carte n'est pas seulement produite, elle est aussi donnée à voir. Et on donne certaines choses à voir ou non, précisément à chaque fois. Alors on part maintenant à la cour de Louis XIV. Ouais, je crois qu'on passe tout de suite là. Avec une contribution de Martin Vailly, contribution qui concerne les globes de Coronelli. Alors on est un petit peu dans la même situation que la carte de l'Afrique de Delannoy. C'est une œuvre de compilation, donc il a repris des choses diverses
qu'il a localisé sur son globe, et puis c'est une œuvre de prestige également. Ce sont des globes magnifiques. Ici, c'est le globe, les deux globes d'ailleurs, il y en a deux, il y a le terrestre qui est en premier, et il y a le céleste qui est par derrière, et c'était à l'époque, en 2005, où ils étaient exposés dans le grand hall du Grand Palais, à Paris. Et aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous les ont vus, ils sont à la Bibliothèque nationale de France, à François Mitterrand. 4 mètres de diamètre, c'est énorme, fait de bois et de plâtre, mais c'est les dessins qui sont au-dessus qui sont magnifiques. Ces deux globes ont été offerts par Coronelli à Louis XIV. Et puis, il ne l'a pas fait de manière désintéressée, parce que ça a permis de faire sa publicité, et de nombreuses personnes, courtisans, gens riches, ont ensuite acheté ces globes. Et j'ai appris tout à l'heure, merci Jean-Yves, qu'il y avait un globe de Coronelli qui était à Strasbourg, à l'observatoire. Donc, des globes magnifiques qui relèvent d'une cartographie ancienne, d'une tradition ancienne, un peu en perte de vitesse déjà à cette époque-là. C'est la cartographie hollandaise, importante surtout au XVIIe siècle. La carte n'était pas simplement un objet de repérage, mais c'était un objet encyclopédique. C'est-à-dire qu'avec la carte, il y avait des dessins, il y avait des illustrations, il y avait de la mythologie, il y avait des monstres qui étaient représentés, il y avait des objets qui faisaient rêver. La carte était aussi un objet onirique. Et l'objectif de ces nombreuses illustrations, c'était tout bêtement de pouvoir vendre le plus possible ces documents. Alors, c'était quand même une cartographie en perte de vitesse à cette époque-là. Vers 1680, en effet, une nouvelle tradition commençait à se développer, cette fois-ci une tradition française liée à la création et au développement de l'Académie des sciences par Colbert, qui faisait qu'on s'orientait vers un document beaucoup plus scientifique et débarrassé de la très grande majorité de ces représentations oniriques et encyclopédiques. Ces globes terrestres avaient une information considérable, une richesse informative considérable, et toujours un cartouche somptueux, cartouche avec la légende. Et là, pour les globes de Coronelli, voilà le cartouche. On a Magellan qui est à peu près face à nous, qui discute avec Mercure et qui dévoile à Mercure les nouveautés que l'on vient de découvrir. Il dévoile par exemple le globe terrestre, on le voit à gauche du cartouche, et il dévoile des animaux. Il y a un serpent qui se trouve là, en bas et à droite, et puis des ballots de marchandises aussi, c'est-à-dire que le cartouche annonce la couleur. Il y a des nouveautés fondamentales en matière de savoir et en matière de commerce, les deux extrêmement liés. Et puis sur l'ensemble du globe, des scènes fort diverses, parfois des animaux qui sont simplement des spécimens, mais parfois des animaux qui sont en interaction les uns avec les autres. On voit la vie animale sur certains plans, ou bien des animaux en interaction avec des humains pour voir à quoi servent les animaux dans l'économie de l'époque, voire des histoires qui se suivent en plusieurs endroits du globe. On voit des peuples avec leurs particularités. Et ici, on a la fabrique de sucre au Brésil, où l'on voit à la fois les habitations en haut à droite, le champ de canne en haut à droite, le transport de la canne à sucre au milieu à droite, le moulin à canne au milieu à gauche, et l'extraction du jus de canne pour en faire du sucre en bas à gauche.
Vous voyez, une représentation encyclopédique qui est là. C'était tellement riche, Louis XIV a été subjugué par l'œuvre, par l'objet, et il a même commis un employé du château de Marly, François le Large, pour faire la liste de tout ce qu'il y avait sur ces globes et pour lui raconter les histoires. Et ça a permis, il a demandé à François le Large de l'instruire sur toutes ces choses du monde entier. Et en particulier, grâce à ce globe, Louis XIV a appris le vaste monde. Et il a certainement beaucoup rêvé autour de ce globe. Et puis, évidemment, à ses invités, aux courtisans, il montrait avec fierté ces objets qui étaient en sa possession. Alors, pour raccrocher par rapport à notre propos, de la découverte à la carte, bah oui, on a ici un projet encyclopédique, c'est le projet de la Renaissance qui se poursuit. On communique à un public, alors ici un public restreint, je l'avoue, le roi, mais pas n'importe quel public. On communique tout ce qui est nouveau, toute cette encyclopédie. Et puis après, de la carte à la découverte, là, il faut mettre en jeu la réception du document par Louis XIV. D'une certaine manière, les globes de Coronelli ont appris à Louis XIV le monde. Ça a permis sa formation sur le monde. Et ce n'est sans doute pas que ça, parce que cela a sans doute donné à Louis XIV une réceptivité accrue par rapport aux entreprises de découverte. Et chez un souverain, c'est important par les financements qu'il pouvait fournir pour ces découvertes. Voilà. Alors du coup, sixième et dernier exemple, tout comme ces globes de Coronelli, une carte ne renvoie donc pas seulement à une technicité, un savoir-faire, mais aussi à des représentations de son temps. Et donc, par rapport à cela, il peut être intéressant de mobiliser l'exemple de l'apport d'une expédition, Lewis et Clark, à la connaissance du territoire américain. C'est ce que fait dans son chapitre Pierre-François Perrano. Et il va nous montrer finalement toute la difficulté qu'on peut avoir à se confronter à un mythe. De quoi est-il question? Eh bien, donc, d'une expédition, Lewis et Clark, dont l'auteur restitue finalement le déroulé à partir d'un certain nombre de journaux rédigés par ces derniers. C'est une expédition donc aux États-Unis entre 1804 et 1806. Elle a pris le départ de Saint-Louis, dans le Missouri, pour atteindre la côte Pacifique et retour. Et cette expédition, eh bien, elle a effectivement opéré un certain nombre de découvertes, au sens matériel du terme, et qui vont être matérialisées par des cartes des régions traversées. Vous avez là un exemple. Donc, le relief, l'hydrographie, la nature des sols, etc., qui sont cartographiés. Mais, en même temps, ces découvertes ne s'avèrent pas aisées à la diffusion en ce XIXe siècle, parce qu'elles viennent finalement, en portant faux, elles viennent heurter un sens commun qui est celui du mythe dit du passage du Nord-Ouest, autrement dit, la recherche d'une voie maritime vers l'Asie, vers le Pacifique. Sachant que, en fait, ce passage du Nord-Ouest, s'il a une existence, c'est tout au nord, j'allais dire au final, mais il n'y a pas à proprement parler donc de passage du Nord-Ouest, et donc ça se situe non pas en confirmation d'un sens commun, mais en décalage, et ça fait d'une certaine façon que cette expédition ne va pas avoir sur le moment un écho majeur, mais qu'elle va être en quelque sorte, et c'est là l'intérêt, elle va être redécouverte à partir du début du XXe siècle. Elle a eu lieu, je me répète, de 1804 à 1806, donc on a un temps de décalage conséquent. Et cette redécouverte au début du XXe siècle, c'est non plus tant pour son apport historique ou de connaissance ou de cartographie, que comme figure de légitimation ex post
de l'expansion américaine, autrement dit, comme figure de légitimation de la conquête de l'Ouest, puisque ça vient matérialiser, somme toute, le premier corps expéditionnaire qui a atteint le Pacifique par la voie terrestre. Et donc, ce que ça nous montre là, c'est que l'on n'a pas simplement affaire à des processus, si je reviens à ce qu'on disait au début, à des processus au sens linéaire, ni même à des balancements, si on reprend le titre, hein, de la découverte à la carte, de la carte à la découverte, mais d'une certaine façon, on a aussi affaire à des moments de production cartographique qui peuvent être passés sous silence, redécouverts, convoqués ex post par des décideurs politiques ou économiques comme ressources, plus tard, dans une production de référence à rebours. Et on retrouve là, finalement, un apport qui est un apport plus largement, lorsqu'on interroge sous un angle des sciences sociales le rapport à l'histoire et aux chronologies. Je vous prends juste un petit exemple pour resituer ça un peu hors contexte, mais néanmoins, parce que c'est peut-être un exemple qui vous parle. Dans les travaux de Georges Duby sur le Moyen-Âge, dans son ouvrage de compilation sur féodalité, il y a un chapitre qui s'appelle « Le dimanche de Bouvines ». Donc Bouvines, c'est la bataille de Bouvines, 1214. Bon. Et en fait, cette bataille de Bouvines, là aussi, elle est finalement redécouverte au XIXe siècle, dans le sens où, pour faire très simple, qu'est-ce que c'est Bouvines? C'est Philippe Auguste versus des troupes anglaises et du Saint-Empire. Eh bien, donc, au XIXe, on va relire cette bataille. Vous imaginez bien, avec, pour le coup, l'ennemi germanique, etc., mais avec un sens qui va être celui du XIXe, c'est-à-dire celui de l'État national. Tandis que, en fait, Bouvines peut aussi se lire, mais cette fois-ci en contexte de l'époque, hein, comme le fait que le roi, Philippe Auguste, s'impose face au seigneur, parce que, en fait, face à lui, il n'y avait pas que des Anglais et le Saint-Empire, il y avait aussi des seigneuries qui ne voulaient pas de l'imposition d'un domaine royal, puisque, à ce moment-là, 1214, Moyen-Âge, c'est une France de seigneurs, et le roi de France est un seigneur parmi d'autres. Donc, tout ça pour dire que les effets de production de sens et de production de sens qui se font, se défont et se refont sont quelque chose de courant par l'histoire, et que la carte est aussi quelque chose qui vient appuyer ces reconstructions historiques à mesure avec ces éléments-là. Donc, du coup, que dire? 3 points au moins, nous semble-t-il. Premier élément, si on revient à cette idée de faire connaître les mondes en découverte, c'est quelque chose qui n'apparaît donc pas en surplomb. Encore une fois, ce n'est pas une question de grands hommes ou de surplomb. Au contraire, c'est pris dans l'épaisseur des enjeux sociaux à travers des jeux d'acteurs. Ces jeux d'acteurs, c'est le deuxième élément, ou ces interactions sociales si vous préférez, elles se situent simultanément sur plusieurs plans. Il y a un plan matériel, on peut par exemple tenir une expédition. Bon. Il y a ensuite un plan de mise en récit qui peut être une mise en récit étatique, nationale, bon, etc., et des représentations cartographiques de tout ça. Et du coup, transversalement, ces deuxième points amènent à un troisième, c'est que les cartes nous font appréhender finalement ce qui fait société par le fait de nous donner à voir ce qui légitime cette société, cet ordre social. Donc, si on revient au titre de la conférence, de la découverte à la carte, de la carte à la découverte, oui, on n'a pas affaire à un processus linéaire, au contraire, on peut en permanence resituer la carte dans le contexte plus général de la découverte, et cela même dans un contexte plus général qui est celui de l'appréhension des sociétés, du regard des sciences sociales. Autrement dit, la carte, elle fait système, elle est un élément d'un système plus large, plus complexe, dans lequel interviennent des acteurs, des pouvoirs, des enjeux, des techniques, etc. Et donc ça peut amener à 2 remarques pour conclure et ne pas trop déborder de notre temps. Première remarque, c'est que la découverte ne se résume pas à un processus unidimensionnel, alors qu'on pourrait le penser, c'est-à-dire une carte, c'est un aplat en quelque sorte. Donc, ce n'est pas unidimensionnel. En permanence, la carte associe plusieurs échelles sociales et politiques en interaction. On l'a vu, je pense, au fil de ces 6 exemples. Ça peut être des individus,
ça peut être des groupes sociaux, les Maoris, mettons, ça peut être l'État national, ça peut être le monde dans son ensemble. Et tout ça, ça s'entremêle, ou en tout cas, ça exerce des effets en retour entre ces échelles. Et donc ça nous invite à revenir plus largement sur ce que Jean-Luc vous disait préalablement entre, par exemple, une carte de randonnée et une carte routière, ce qu'on peut appeler en sciences sociales le principe de discontinuité entre échelles, qui a notamment été mis en avant par un anthropologue qui s'appelle Dominique Desjeux. La lecture classique des échelles, finalement, c'est la lecture du cercle concentrique. C'est-à-dire que vous aurez une première échelle, je ne sais pas, mettons le quartier où vous résidez, une deuxième, la ville, une troisième, la région, une quatrième, le pays, ensuite le continent et le monde, pour faire simple. Et donc, l'hypothèse générale de continuité, c'est qu'il s'agirait, entre guillemets, simplement, de réfléchir à la mise en corrélation entre ces différentes échelles entre elles, dans ce cercle concentrique. Et qu'au contraire, vis-à-vis de cela, on peut estimer qu'en fait, il y a un principe non pas de continuité, mais de discontinuité entre échelles, c'est-à-dire que quand le point de vue change, la réalité et les faits observés changent également. Autrement dit, que ce qui apparaît à une échelle, locale, régionale, nationale, européenne, etc., disparaît à une autre échelle. Et c'est précisément l'exemple, effectivement, de la carte qui nous montre ça. C'est-à-dire que si vous avez une carte d'un continent, d'un pays, d'une région, d'une ville, une carte d'état-major, etc., à chaque fois, on ne peut pas dire qu'il y ait une carte qui soit fausse et l'autre qui soit vraie, au strict sensu. Simplement, elles sont réalisées à des échelles différentes. Et donc, à partir de là, on va voir apparaître certaines choses et pas d'autres. Donc, par exemple, en effet, seulement des grands axes routiers ou au contraire le détail très fin d'un bâti. Et donc ça permet de soutenir le fait, j'ajoute au-delà de la carte, que la vérification empirique, vous pouvez vous la faire vous-même, vous allez sur un ordinateur, vous vous amusez un peu avec votre souris et Google Maps et vous faites vous-même, j'allais dire varier en quelque sorte cette échelle et vous voyez vous-même ce qui apparaît et ce qui disparaît. Bon. Donc ça nous montre bien que la réalité sociale ne se ramène pas à une seule équation, mais au contraire, c'est parce que cette réalité change en fonction des échelles que l'observation doit être mobile, sauf que là encore, il n'y a pas de surplomb. C'est bien ce qu'on vous disait de cette carte, c'est un construit social et c'est pris dans le social. C'est-à-dire que cette mobilité de l'observation, elle est elle-même encastrée dans le jeu social, dans l'action, dans le rapport à l'État, par exemple, dans un certain nombre de cas, si on prend notamment le projet de Gustave Lambert, etc. Donc la connaissance, finalement, qui est issue de cela, correspond à un dispositif qui est toujours discontinu, ou si vous préférez, c'est toujours quelque chose qui est provisoire et limité. Et là encore, c'est ça un sens du titre de cette conférence, de la découverte à la carte, de la carte à la découverte. On voit bien que c'est un processus provisoire et limité, toujours en train de se faire, itératif. Mais que ce soit itératif, ça n'empêche pas de construire des points de repère. Et finalement, c'est ça une fonction que l'on peut assigner effectivement à la carte. Elle donne à voir l'air du temps, à un moment donné, ce qui a été dit, mis en avant à un moment. Et puis, deuxième remarque, pour en finir, ces différentes contributions rassemblées posent aussi la question, et là c'est plus une ouverture peut-être, la question du devenir de la découverte dans les mondes contemporains, sachant que, on l'a vu, ces contributions, ces cartes ont mis en exergue le poids du politique, et notamment de l'État, mais aussi d'imaginaires différents, et de cartes qui sont des outils pour entrer en relation, pour s'approprier des mondes, des relations entre des groupes sociaux, des individus, des rapports de force aussi. Donc, que la carte n'est pas simplement un reflet, encore une fois, mais que cette carte, elle a une consistance propre, et cette consistance propre, c'est finalement de nourrir des représentations, de donner à penser une dialectique permanente entre le proche et le lointain. Et c'est aussi cette dialectique qui peut interroger aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'il ne s'agit pas, par là aussi, de revisiter certains mondes déjà mis en découverte, déjà portés à connaissance à l'heure actuelle. Voilà, on vous remercie très chaleureusement pour votre présence en nombre cet après-midi.